Bon matin. Alors, comme à chaque vendredi, nous sommes en direct avec Dr. Pierre Haddad, chercheur scientifique, qui répond à vos questions. Donc, on vous présente chaque semaine des outils pour retrouver la qualité de vie qu'on recherche. Et cette semaine, en fait, je vous proposais des formules pour l'énergie, pour retrouver notre énergie. Voilà. Et vous aviez beaucoup de questions. Bon matin, Pierre. Bonjour, ça va bien? Je sais pas si tu es Super une bien. fan de hockey, mais ça a été une soirée vraiment excitante. J'ai juste entendu aux nouvelles le but qui a été compté en prolongation. Donc, je suis bien heureuse Ouais, pour nous. j'aurais dû consommer des adaptogènes parce que j'étais comme, ah, c'était tellement excitant la partie, là. Un bon stress. Mais le bon stress a aussi un impact sur son... Parce que je le mentionne souvent, ma vie est belle, tu sais, mais et j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais, tu sais, ça va bien dans la famille, tu sais, tout. Mais il y a quand même un stress, tu sais. Et le bon stress, ben, le bon stress est meilleur que le mauvais stress, Ouais, mais il ouais, y a ouais, quand ouais. même un impact sur notre système. Ouais. Ben, j'avais lu un livre de Hans Selye, c'est un professeur qui a découvert, je pense, je me rappelle bien, le cortisol, pardon, la- l'hormone du stress et tout ça. Il avait écrit un livre qui s'appelait Stress sans détresse. Et c'était Ah, ça le message, c'est que le stress, il est partout, puis il est nécessaire. On doit réagir à ça, mais c'est la détresse qui est, il faut pas aller dans les excès justement de stress et tout ça. Puis la vie qu'on mène amène beaucoup de stress. Puis gérer une entreprise comme tu le fais, c'est stressant. Fait que, écoute, et surtout tu sais, dans les produits de santé naturelle, parce que ouais, il y a beaucoup de questions, de soulèvements, tu sais, par tout ce qui est mis en place par les pharmaceutiques, par les collèges, par les ordres. Donc, quand on arrive avec quelque chose de différent, peu importe que ça soit en éducation, peu importe où, je le sais parce que j'amène toujours de la différence à quelque part depuis longtemps, ouais, depuis que j'ai fondé une école alternative. Tu sais, ça, c'était il y a 18 ans. Et quand on arrive avec quelque chose de différent, ben les gens n'aiment pas ça. Ils ouais, n'aiment pas ça ça se dérange, remettre ouais. en question. Ça dérange. Ouais, Et quand on s'est rencontrés, tu m'as dit quelque chose en 2020, tu m'as dit, Jacinthe, quand on est dans les produits de santé naturelle, il faut, il faut tout soutenir par la science parce que c'est ça qui fait en sorte que qu'on combatte le feu par le feu, voilà. c'est ça. Alors, Et c'est oui, ce qu'on j'ai... fait grâce à toi, grâce à, tu sais, donc, et merci. Et tu me dis que tu étais intéressé. Je l'ai pas annoncé encore, mais ça va être un fantastique rendez-vous. Oui, oui. Donc, je te laisserai me répondre et répondre aux dates parce que je vais avoir une belle annonce à vous faire là, bientôt. Donc, voilà. Je suis très Ah, contente, super, très, très super. contente. Parce que le contact physique, le vrai de vrai, Ouais, ouais, effectivement, c'est différent. Puis ben, je l'ai vécu avec MJ Fest, là. C'était vraiment le fun de rencontrer le monde. Puis, mm, mm. écoute, d'avoir des témoignages, de les lire, puis interagir avec quelqu'un qui te le partage, c'est pas la même Ouais, affaire. Fait voilà. Donc, on ira peut-être à votre rencontre sous peu. que, OK. Ouais. Tu voulais savoir pour la vitamine B9, je pense qu'on Oui, peut commencer par ça, là, oui. régler ça tout de suite. Et puis j'ai revu un peu les notes et tout ça qu'on avait déjà préparé pour Mm. le site. Et puis c'est une vitamine comme toutes les vitamines qui est un cofacteur, donc qui va aider des enzymes dans le corps et ça particulièrement ça joue un rôle très important parce que c'est un allié des enzymes pour la synthèse de notre matériel génétique, donc l'ADN et l'ARN. Alors c'est très très crucial pour ça et ça joue un rôle aussi dans la méthylation
On en avait parlé quand on parlait de longévité, tout ça, de l'épigénétique et comment on peut moduler l'expression des gènes sans changer notre matériel génétique. Ça joue un rôle très important là-dedans. Ça joue un rôle aussi important dans la synthèse de certains messagers de notre système nerveux. On appelle ça des neurotransmetteurs. Alors, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, qui sont trois très importantes pour justement la gestion de l'humeur et puis l'aspect cognitif, etc. Donc, la gestion de l'humeur, c'est un fourre-tout là, pour tout ce qui est anxiété, dépression, tout ça. On parle de gestion de l'humeur. Oui, absolument. Et pour, je te l'ai mis, et pour les hommes qui sont grognons le matin. Oui. Parce que les femmes nous ont dit qu'en prenant le complexe B, donc avec cette fameuse vitamine B9, mais méthylée, oui. Elles ont remarqué que leur chum n'était plus grognon le matin. Je dis, tiens, ça ferait une belle publicité. Ouais. Ouais. Fait qu'effectivement, en fait, c'est aussi important pour le développement du tube neural chez le fœtus. Donc, c'est pour ça qu'on donne du folate, de l'acide folique, qui est un précurseur, en fait, de la vitamine B9 naturelle. Qui, elle, est méthylée, donc c'est méthylé par le froid, puis c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. L'acide folique lui-même n'est pas optimal comme cofacteur. Okay. Et puis, on reviendra un peu, il y a des questions que j'ai répondu là, sur les possibles effets secondaires si on en prend trop. Que ça, c'est bon à savoir aussi l'excès, qu'est-ce que ça peut... Trop de vitamine B? B9, oui, c'est le folate. Quelqu'un a posé cette question-là. Oui, mais en fait, c'est que, tu sais, je t'ai posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on arrose les champs d'acide folique ou de... Oui, j'ai oublié d'aller regarder ça. OK, parfait. Désolé. Non, il n'y a pas de problème, mais éventuellement, parce que, tu sais, pourquoi on ferait ça, de un? Est-ce que c'est pour... ça se peut, des fois, ça se peut que ce soit des métabolites de plantes aussi. Hein? On partage beaucoup de choses avec les plantes, fait que c'est ça que je dois aller regarder. Si l'acide folique peut-être entre dans la synthèse de choses au niveau des plantes, là, dans le métabolisme des plantes, ça se peut très bien, je ne sais pas. Puis d'ailleurs, c'est ça, les sources de vitamine B9, on en trouve dans les fruits, les légumes et tout ça, donc naturellement, il est présent dans les plantes, tu vois. Alors, il y a peut-être un rôle différent à jouer dans les plantes que chez les humains, c'est peut-être pour ça que... Mais je vais vérifier. OK, parfait. Ouais, puis on répondra à ça peut-être la semaine prochaine, vendredi prochain. Tu as toujours un gros programme. Absolument. Fait que si tu veux, veux-tu qu'on commence tout de suite avec les réponses? Absolument. Et tu voulais peut-être parler des jus, on n'avait pas eu le temps mardi. Oui, ben brièvement, en fait, j'ai regardé ta sélection de jus et j'ai remarqué que tu mettais du gingembre dans plusieurs d'eux autres. Avec le curcuma. Oui, ça c'est dans le jus jaune là, tonique que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Je t'en avais offert qu'on avait fait une émission en 2021, 2020. Et tu avais pris toute ta petite bouteille de jus aussi. Tu avais même dit, si je me souviens bien, est-ce que je pourrais en avoir une autre? Oui, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, il y a du poivre de Cayenne aussi. Alors j'aime bien moi l'aspect épicé là, que ça rejoint pas mal. Puis c'est une plante vraiment réchauffante, bactérienne et antimicrobienne. Oui, c'est ça. Puis c'est évidemment bien connu pour ses effets contre la nausée. Hein. Il y a même le fameux Gravol qui est un médicament, mais ils en ont fait une version gingembre. Donc, c'est pour dire que c'est... la triade, le gingembre, curcuma, poivre, ça aussi, il y a une réputation qui est associée à ça, là. Oui, c'est... le curcuma, ça... En fait, pour bien assimiler le curcuma, ça prend le poivre. Si on pense au curry là, que les Indiens font, tu vas avoir un quart gras, du ghee, normalement, c'est du beurre clarifié. Tu as toujours du poivre là-dedans, et ce que ça correspond à ce qui a été étudié, c'est que l'absorption de la curcumine est très faible, moins de 5%. Et si tu prends juste une cuillerée ou tu prends de la poudre de curcuma comme telle, de l'épice, tu vas pas en absorber énormément. Mais si tu rajoutes du poivre et un quart gras, là, ça peut augmenter de 30 fois
l'absorption de la curcumine et donc profiter meilleur des bienfaits mieux encore. Merveilleux. Donc, oui. Et puis, évidemment, toi, tu gardes beaucoup le fruit entier ou le légume entier, hein, parce que tu as des jus de légumes aussi. Et ça, c'est très bon parce qu'il y a tous les polyphénols, les fibres et tous les éléments importants qui sont présents dans les jus entiers. Puis même juste ton bouclier, là, ton jus d'orange qui contient aussi, si je me rappelle bien, l'écorce. Ouais. Ça, il y a beaucoup, justement. Et c'est le favori de Chantal. Moi, c'est le tonic, elle, c'est le bouclier. Et puis, c'est justement en ayant l'écorce, on va chercher d'autres composantes qui sont présentes là et qui sont l'hespéridine. Oui, et puis d'autres éléments qui sont dans les huiles essentielles aussi, là, qui sont très bons pour la santé. Fait que voilà un petit peu un survol, là, je trouvais que c'était donc, bien. Ce que j'expliquais, évidemment, quand on est diabétique ou quand on a de la difficulté avec notre sucre dans le sang, les jus, ce n'est pas à choisir. Tu sais, il faut parce que dans les jus, on retire les fibres qui ralentissent le sucre dans le sang. Mais l'idée derrière le jus, pour moi, ça a toujours été de donner l'ensemble des nutriments, des végétaux qui sont compris dans les jus, sans que notre métabolisme ait à travailler pour aller chercher ces composantes-là. Et surtout qu'aujourd'hui, on ne mange pas beaucoup de légumes. Donc, c'est parce que dans un jus, on peut avoir plusieurs livres de légumes, en fait. Mais on va chercher les composantes et c'est ça qui peut être intéressant. De quel poivre on parle? Donc, quand on veut aller chercher le curcuma, ça prend un poivre. Je pense que c'est le poivre noir. Là. Oui. La pipérine, en fait, c'est la composante qui aide par compétition. En fait, c'est qu'on a des petites pompes, comme j'en avais déjà parlé, qui rejettent dans l'intestin. Ça tente de traverser des molécules de l'environnement et de l'alimentation, tentent de pénétrer dans le corps, puis on a des pompes qui les rejettent. Et ça, ils ont des affinités différentes pour différents composés. Puis quand on met d'une compétition, ben là, c'est comme si la pipérine garde la pompe occupée, puis la curcumine peut passer c'est intéressant. mieux dans le sang. Et moi, avec mon petit jus jaune, je vais me prendre une huile de nigel, par exemple, maintenant. Parce que si ça passe mieux avec du gras, et c'est vrai que le jus, c'est bien de toujours ajouter du gras aussi dedans. De toute façon, et c'est bon, et on pourra en parler la semaine prochaine. Des bons gars. D'accord. Bon. Il n'y a pas de problème. Donc, après ça, on avait des questions, puis tu vois, il y a beaucoup de questions. Bon, le Camus. Donc, tu nous as fait une super belle présentation sur le Alors, pouvoir écoute, j'ai justement les premières questions, si j'y vais, là, tout de suite, attends un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, c'est quoi la quantité? Est-ce qu'on peut trop prendre de vitamine C? Oui, absolument. Alors, dans les premières questions, c'était sur le sujet justement de la vitamine C et du Camus. Quels sont les effets secondaires des excès de vitamine C? Alors, ça, c'était la première question. Alors, c'est une vitamine, comme j'ai dit, qui était soluble dans l'eau. Donc, quand on en prend trop, c'est éliminé dans les urines. Hein, donc, généralement, c'est assez considéré pas mal sécuritaire. Par contre, si on dépasse 2000 mg, ce qui est 2 grammes là, par jour de vitamine C, là, on peut avoir des effets indésirables comme des troubles digestifs et ce fameux risque des pierres au rein parce que la vitamine C est transformée en oxalate, puis l'oxalate, avec le calcium, ça fait des précipitations, puis ça peut faire des pierres au rein. Donc ça, faut faire attention. Puis j'ai une autre question avec des personnes qui ont des pierres au rein, puis je vais en parler des limitations de la vitamine C. Des lithiases, est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Ouais. C'est un autre mot pour des pierres. Alors, des calculs, des lithiases, des pierres, c'est toute la même Et la ça, même affaire. Pour savoir si on en a, ça prend un scan? Oui, généralement, c'est ça se voit. Je pense pas à la palpation qu'on peut... Et est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on ressent un inconfort? C'est surtout c'est surtout de la douleur qui fait consulter.
D'après ce que j'ai entendu, moi, les pierres au rein, là, c'est très, très, très douloureux. OK. Et puis, d'autres choses avec quand on a trop de vitamine C, ça va affecter l'absorption de certains minéraux. Alors, par exemple, le cuivre, ça va baisser son absorption et on en a besoin pour plusieurs enzymes aussi. Et à l'inverse, le fer, ça va favoriser l'absorption du fer, trop de vitamine C. Fait qu'on peut en avoir trop et là, tomber dans des problèmes justement au niveau du foie, là, si on a trop de fer. Trop de fer, donc, OK, parfait. Donc, tout est une question d'équilibre. Exactement. Puis même au niveau antioxydant, tu sais, je te l'avais dit que des fois, on a des effets paradoxaux. Et c'est le cas de la vitamine C. S'il y en a trop, il peut devenir pro-oxydant et causer des dommages, augmenter le stress oxydant. Alors, OK. Donc, on fait... C'est quoi trop? Ben, plus que 2 grammes. OK. Ça, c'est la limite. Dans les études, c'est ça que les gens ont trouvé, que c'était à partir de 2 grammes. Il y a des gens qui en prennent bien plus que ça. Là. Puis si je me rappelle bien, c'est Linus Pauling, là, un chimiste qui avait eu un prix Nobel puis qui jurait par la vitamine C. Puis je pense qu'il en prenait plus que 2 grammes par jour, lui. Okay. En tout cas, c'est l'apport. J'ai d'ailleurs la prochaine question. Oui, elle va justement traiter de ça. Alors, je prends un comprimé par jour de vitamine C à croquer. Elle est tellement bonne, entre parenthèses. Oui, elle est très bonne. Est-ce que je peux rajouter Camu 1 à 2 fois par semaine? Alors, selon Santé Canada, l'apport nutritionnel recommandé en vitamine C pour les adultes, c'est 90 mg par jour pour les hommes et 75 mg par jour pour les femmes. Puis l'apport maximal tolérable, donc la quantité journalière maximale qui est considérée sécuritaire par Santé Canada, c'est 2000 mg. Donc c'est ça la limite que j'ai dit aussi, passer 2000, donc c'est 2 grammes. Alors ta vitamine C à croquer, elle contient 500 mg de vitamine C par comprimé. Donc, elle dit qu'elle en prend un par jour. Et elle me demandait si elle pouvait combiner avec Camu Camu. Mais le Camu Camu, la poudre, une cuillerée à thé fournit 1129, mettons 1100 mg de vitamine C par cuillerée à thé. Donc, oui, c'est parce que c'est très riche, comme on l'a vu, là, un des super fruits qui contient le plus de vitamine C sur la planète. Donc, en combinant un comprimé avec une cuillerée à thé, un comprimé par jour. Elle disait 2 fois par semaine, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes en deçà du 2 grammes. Et c'est quoi la fameuse étude dont tu nous as rapporté tous les bienfaits? Oui, ils ont utilisé 1,5 grammes, eux autres, de Camu Camu. De Camu Camu. Alors, j'arrive aussi, j'ai la question sur les doses optimales, fait que j'y arrive, là, c'est dans 2 questions. OK. Alors, l'autre question, c'est pour les personnes qui font des pierres au rein, oxalate de calcium, entre parenthèses, est-ce qu'il y a une quantité limite par jour de Camu Camu à mettre dans la fontaine de jouvence? Alors, chez les personnes qui sont à risque de calculs rénaux, en particulier du type oxalate de calcium, il faut limiter la consommation de vitamines à 200 mg par jour. C'est vraiment très bas parce que c'est des personnes à risque de précipitation, là, puis des pierres au rein, là, ça peut être dommageable. Et je l'ai dit, là, c'est que la vitamine C est dégradée en oxalate, puis l'oxalate se lie avec le calcium, puis fait des cristaux, et ça fait des pierres. Donc, les études montrent que des doses de vitamine C journalières là, qui dépassent 500 à 1000 mg par jour augmentent les risques de pierre au rein. Donc, ça, et à la base, Pierre, tu l'as peut-être déjà dit, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on développe ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Parce qu'on n'est pas supposé d'avoir des pierres, là, tu sais. Non, je comprends, mais ça c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres, qui ont des prédispositions, écoute, eux, ça a peut-être à voir avec le métabolisme de la vitamine C en oxalate. Certains en produisent plus d'oxalate que d'autres.
dégradent la vitamine C plus rapidement ou de façon plus importante. Et ça les met plus à risque. Alors, c'est ça, on n'est pas tous, c'est pas un seul moule, là, on est des milliards d'individus, chacun avec ses particularités. Puis je pense que c'est ça qui explique les variations puis les sensibilités de certains, là. Donc, pour le Camus avec des gens qui ont des pierres au rein, on tombe à moins d'un quart de cuillerée par jour. Donc, c'est vraiment, faut faire vraiment attention. Puis, je conseille fortement là, d'avoir l'accompagnement et l'avis d'un professionnel de la santé avant de commencer à consommer des suppléments qui contiennent de la vitamine C. Et la fameuse question, quelle est la dose de Camus par jour idéal? OK, alors l'idéal, c'est inatteignable, mais les doses que j'ai vues qui étaient recommandées variaient entre 1 et 5 grammes de poudre de Camus. Okay. Alors ça correspond environ à 1/2 à 2 cuillerées et demie de poudre de Camus. Comme je l'ai dit dans l'étude, ils se sont servis, eux, de 1,5 grammes, donc quelque part un peu dans le milieu. Et puis si on revient aussi avec la vitamine C qu'on parlait, ben vu que ça contient 1130, mettons, milligrammes par cuillerée à thé, si on en prend 2, on est déjà un petit peu au-dessus de la limite de 2000 qu'il faut essayer de respecter. Donc, pas plus de 2 cuillerées à thé par jour. Donc, si on prend du Camus, on n'a pas besoin de vitamine C en comprimé. Non, vous êtes déjà 10 fois au-dessus de la dose de l'apport nutritionnel recommandé par jour. Là. C'est 90 mg. Donc, ça, c'est un verre de jus d'orange ou des choses comme ça. Là. Et alors, donc, juste pour reprendre ce que tu avais dit, là, donc, tu avais dit que dans cette étude-là, où il prenait 1,2 g de Camus, de poudre de Camus par jour. Oui, 1,5. 1,5 g, OK. Ouais. Donc, de poudre de Camus par jour, bon, ils ont remarqué des effets sur le foie. Ça a dégraissé le foie, pour reprendre tes mots, parce que j'adore ça. Il y a un bel effet sur le cholestérol, sur la haute pression aussi. Oui, et sur la gestion du sucre. Oui, et la sensibilité. Oui, c'est vraiment un super fruit, c'est très intéressant. Et la vitamine C, qui est comprise dedans, donc 10 fois plus que ce qu'on trouve dans l'orange, en termes de vitamine C, là, il me semble que c'est bien ça. La vitamine C influence le collagène et notre système immunitaire aussi. Donc, bang! Tout ça avec une petite cuillère ou 1,5 de poudre de Camus. Oui. Ouais, effectivement, c'est impressionnant. Alors, là, on passe à une autre affaire, c'est les électrolytes. On avait parlé de Mineral Drop et là, la question revient effectivement, si on a de l'hypertension et qu'on doit faire attention au sel, est-ce que prendre des gouttes Mineral Drop, c'est bon sans faire monter la tension artérielle? Je bois 1,5 litres d'eau par jour minimum. Deuxième question reliée à ça, c'est électrolytes, virgule, oui ou non pour l'hypertension. Alors, j'ai regardé, là, selon Santé Canada, puis la Société canadienne d'hypertension, Hypertension Canada, on dit de limiter la consommation de sodium à 2,3 grammes par jour. Ça, c'est l'équivalent d'une cuillerée à thé de sel de table. Mais ça, c'est provenant de toutes les sources, donc l'alimentation et les suppléments. Alors, mais j'ai regardé le produit d'électrolyte, le Mineral Drop, ça fournit 125 mg. Donc, 2,3 grammes, c'est 2300 mg. Okay. Là, on est comparé à 125 mg de sodium par dose. Je pense que c'est environ 1,5 ml, là, selon ce que j'ai vu sur le produit, la description du produit. Alors, ça ne représente pas une source très importante de sodium. Évidemment, ça dépend de notre consommation de sel générale. Là, il faut oublier les aliments transformés quand on a un problème comme ça. Ben, regardez les étiquettes, c'est souvent écrit là, en arrière la quantité de sodium. Là. Et c'est parce que ce sodium-là qui est ajouté n'est pas un bon sel. Et c'est un sel qui est pas santé, qui favorise la rétention d'eau. Tandis que quand on prend des bons... Et, tu sais, parce que la personne qui t'a écrit qui disait qu'elle prenait beaucoup d'eau, lorsqu'on prend beaucoup d'eau,
Et qu'on n'a pas de bons sels pour s'hydrater, pour maintenir notre eau, on se déshydrate. Et ben, en fait, on se déminéralise. Donc, est-ce que je mettrais un petit bémol ou en tout cas une explication à ce que tu dis, parce que quand les gens quand on parle de sel, dans notre tête, c'est le sodium. Le chlorure de sodium, c'est le sel de table. Mais des sels, il y en a des milliers de sels. Puis on a des chlorures de potassium, par exemple, qui est enrichi ou du magnésium ou d'autres sels. Alors c'est ça, quand tu parles de bons sels, il faut penser que c'est d'autres minéraux que le sodium. C'est ça qu'il faut penser, parce que c'est normalement les gens ils vont se dire ben oui, mais du sel, c'est du sel, c'est quoi du bon? Alors, pour des détracteurs, là, moi, je pense à... Oui, merci d'y penser. Et c'est quoi le sel qu'on met, par exemple, dans des chips ou dans tout ce qui est oui, c'est du chlorure de sodium, du sel de table, là, c'est sûr. Ben, fait que c'est ça le mauvais sel, entre guillemets, que tu parles. Et le sel de l'eau de la mer intérieure là, que tu te sers pour le minéral drop, c'est plus riche en potassium et beaucoup en magnésium aussi. Et c'est dessalé en termes de sel sodium. Là. Fait que c'est pour ça qu'il en contient moins. Alors, tu as raison pour l'hydratation puis le maintien des électrolytes. Ça prend pas juste ça en prend du sodium, mais ça prend vraiment l'ensemble des électrolytes, en incluant le potassium, magnésium, calcium, etc. Pour être bien électrifié. Oui, exactement. Là, si tu penses aux détracteurs puis qu'on garde juste ça ne marchera pas comme phrase, mais pour que notre machine électrique fonctionne bien, donc tous les liens qui se font dans notre système. Ben, c'est tous des minéraux qui entrent, comme j'ai dit, dans soit dans la conduction nerveuse. Le sodium, le potassium, c'est eux les deux principaux ions qui bougent l'électricité dans nos cellules. Et le magnésium et le calcium, eux, modulent beaucoup. Ils ont d'autres façons là, d'interagir avec en tout cas, c'est tous des canaux. Ça me passionne aussi l'aspect de la biophysique, là, comment ça fonctionne vraiment. Parce qu'on est constitué, moi, c'est ça que je dis souvent, de commencer par des électrolytes le matin, ça fait en sorte qu'on réveille notre machine. Donc, puis ça donne de l'énergie et ça nous permet d'être bien hydratés tout au long de la journée parce qu'on va pouvoir, grâce à ces électrolytes et ces bons sels, garder notre eau aussi. Tandis que si on ne fait que de boire de l'eau, sans avoir cette capacité de maintenir notre eau, on déminéralise notre métabolisme. Oui, effectivement, c'est ça. L'eau distillée, là, c'est peut-être pas une bonne idée parce que là, c'est vraiment... ce serait par évaporation, par exemple. Là, on peut faire évaporer de l'eau puis la condenser. Là, il n'y a plus beaucoup de minéraux là-dedans. Et d'ailleurs, quand on fait évaporer, bouillir de l'eau, des fois, il reste une petite poudre blanche, là, ben ça, c'est tous les minéraux qui sont restés, qui se sont pas évaporés. Là. Est-ce que je peux te demander, tu sais, l'étude sur le camu-camu, là, avec 1,5 g de poudre de camu-camu par jour, pendant combien de temps pour observer les bienfaits sur le métabolisme? Et il me semble que c'était 3 ou 4 mois, là, mais je retourne vérifier. Là, mais d'habitude, pour les effets métaboliques, si on veut voir un effet sur l'hémoglobine, la fameuse hémoglobine glyquée, là, qui est notre sentinelle, parce que le sucre se colle à beaucoup de protéines, normalement. On en a 5% environ là, qui collent parce que il y a beaucoup d'oxygène dans la molécule de glucose. Donc, elle va se fixer, mais c'est pas dangereux. Mais quand les globules rouges ont une durée de vie d'environ 6 mois. Donc, ils sont en contact avec votre glucose dans le sang. Et on a regardé l'hémoglobine, qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans vos globules rouges. Et le niveau de glucose qui est collé dessus. Donc, si on dépasse, en fait, je pense que c'est 7%, on commence à soupçonner le diabète parce que c'est comme une façon de vérifier l'état global de glycémie sur une longue période. Parce que vous avez 6 mois de vie de vos globules rouges, donc ils voient du glucose à tous les jours. Alors, si vous le
pour vous piquer, ben il faut se piquer quelques fois pendant la journée. On voit les taux des à différents moments, avant un repas ou après un repas, tout ça. Mais ça donne une meilleure idée globale de votre glycémie avec l'hémoglobine glyquée, là. Donc, ça prend, si on veut voir l'impact sur notre métabolisme et sur notre métabolisme et sur notre l'hémoglobine glyquée, ça prend 6 mois avant d'avoir un changement. Ben, en 4 mois, on peut déjà avoir un bon... c'est parce que c'est ça, la durée de vie, ils sont renouvelés aussi constamment, vos globules rouges. Donc, c'est pas... on a tous nos globules rouges, on les perd toutes, puis 6 mois après, on en crée d'autres. C'est continuellement renouvelé. Mais vu qu'ils ont une durée de vie de 6 mois, c'est en une fenêtre de 3 mois, on peut voir des changements OK, parfait. dans l'hémoglobine glycée. Donc, ils ont une durée de vie de 6 mois, mais on peut voir les changements dans 3 mois. Oui, exactement. Parfait. Exactement. Super. Donc là, si je reviens aux questions, les électrolytes peuvent-ils aider les douleurs aux genoux et articulations? Alors, ça, c'est une question intéressante. Je ne voyais pas le lien vraiment, puis je ne vois pas non plus comment des électrolytes pourraient vraiment affecter les douleurs aux genoux et aux articulations. C'est relié beaucoup à plus au collagène. Le collagène joue un rôle important. Alors, c'est notre petit tampon, hein, notre cartilage entre dans nos articulations. Et le cartilage est constitué à, je pense, 2/3, c'est du collagène, des protéines pour, comme je l'ai déjà expliqué, là, pour jouer ce rôle de hydraulique, là. Ben, l'hydraulique, c'est le liquide qu'il y a dedans, mais on a comme du caoutchouc, si on veut, du caoutchouc naturel, qui est le collagène. Et ça a un rôle aussi d'hydratation. Donc, ça garde le cartilage. Il y a de l'eau dans le cartilage aussi pour avoir cet effet un peu aussi Oui. Okay. C'est quand même assez dur. Mais le curcuma peut aider, parce que dans les jeux, on en a parlé tantôt. Tu sais, le curcuma. Oui, c'est anti-inflammatoire. Oui, c'est ça. C'est plus. Alors, je voyais pas vraiment le rôle des électrolytes pour les. C'est bien plus, effectivement, le curcuma, le collagène hydrolysé. Le camu-camu ou la vitamine C qui aide comme cofacteur, oui. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Il y en a dans soutien santé, il y a du collagène et de la vitamine C, du cuivre et du zinc qui sont les autres cofacteurs importants pour produire du collagène à partir du collagène hydrolysé que vous prenez, là. C'est fantastique. Ouais. Tu sais, c'est parce que les gens, on connaît peu les produits de santé naturelle. Fait que des fois, on entend quelque chose, puis là, on l'associe. Les gens confondent les bienfaits puis ils vont dire, ben si je prends une multivitamine, est-ce que je dois prendre des oméga ou est-ce que je dois prendre des... Tu sais, alors que ce sont toutes des familles différentes avec des bienfaits différents, mais c'est ça. Ouais. C'est difficile de les combiner parce que les oméga 3, c'est huileux. On met ça dans des gélules. Les fibres, pour que ça soit efficace, il faut en prendre comme 1 à 2 cuillerées à thé. Fait qu'on peut pas mettre, tu sais, vous auriez 25 capsules à prendre par jour, puis on peut pas mêler l'huile avec les fibres. Et la poudre aussi des extraits de plantes, c'est autre chose. Fait qu'on on peut pas malheureusement tout combiner dans une... on peut faire ça avec des shakes ou avec des affaires comme ça, là. Donc, voilà. Combiner. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si ça vous tente, vous pouvez toujours les ouvrir, les capsules, les mettre... vous n'êtes pas obligé si vous avez de la misère à les avaler, mettez-le dans du yogourt ou dans bonne idée. Il y a juste la théacrine qui est vraiment horrible. Et donc, il ne faut pas faire ça avec l'énergie adaptogène. C'est détestable. Je n'ai jamais pris quelque chose d'aussi mauvais. Oui, c'est le mauvais côté, c'est qu'il y a beaucoup il y a de l'amertume, il y a toutes sortes de ben, je pense que ça ne s'appelle plus l'amertume rendu là. Tu sais, parce que je suis capable de l'amertume, ça va, mais là, c'est wow. Et c'est ce qu'ils font pour que ça soit correct, là, quand ils prennent ça en poudre, ils mettent du pétrole autour ou je ne sais pas trop quoi. Ben là, j'ai fait, ben non, on va le faire en capsule, on n'aura pas besoin d'y goûter. Mais
Ouais, 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 ouais. ouais. À part ça, tout devrait passer. Il faudrait que je fasse un test de goût en ouvrant toutes les capsules, voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Ouais. OK, on va terminer. Là, pour les électrolytes, il y avait une autre question qui disait l'électrolyte est-ce néfaste pour le foie et la vésicule biliaire? Là non plus, je vois pas du tout. Et écoutez, c'est de l'eau de mer salée enrichie en magnésium et en potassium. Je vois pas comment ça pourrait vraiment affecter, être néfaste pour le foie ou la vésicule biliaire. On tombe la gestox et détox. Il y a quelques questions, je pense. Une question sur gestox. Je veux commencer une cure détox et gestox. Si on prend seulement 2 repas par jour, est-ce que l'on prend à ce moment-là seulement 2 capsules de détox par jour pour 10 jours? Alors ça revient parce que c'est 2 à 3 capsules par jour avec les repas. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait le calcul. Là. Si j'en prends 3, ben, je pourrais prendre une capsule par repas, mais là, si j'en prends juste 2, puis normalement, on dit 7 jours pour le détox et 3 semaines, 7 jours, une semaine pour le détox et 3 semaines pour le gestox. Ben là, elle voulait prolonger à 10 jours probablement pour de passer de 2 à 3 capsules, ben on passe de 7 à 10 jours. Moi, je dirais, vous pouvez prendre 2 capsules. S'il y a 2 repas puis 3 capsules que vous voulez prendre, mais prenez-en 2 dans un repas puis une dans l'autre repas, c'est pas grave. Mais vous pouvez en prendre juste une capsule par repas aussi parce que c'est 2 à 3 par jour qui est la dose recommandée. Donc, c'est ça. L'autre sous-question qu'il y avait, c'était pendant la prise de détox et gestox, est-ce que l'on peut prendre des enzymes digestives ou ce n'est pas nécessaire? Moi, j'ai dit que dans aucun des 2 produits, là, gestox et détox, il y a des enzymes digestives, donc on peut les prendre en parallèle, oui, ça pourrait être utile, mais ce n'est pas nécessaire comme tel. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'améliorer la digestion, surtout par la stimulation de la bile. Et pour des gestox, ben, c'est d'éliminer les toxines. Donc, si vous voulez avoir un effet un peu plus important sur l'aspect digestif comme tel, l'ajout d'enzymes digestives est une bonne idée. Là. Et des fibres le matin. Oui. C'est ça, et donc, juste pour quelqu'un qui ne saurait pas, qui s'est joint à nous, détox, c'est un supplément vraiment pour le foie. Ouais. Donc, on commence toujours par l'usine, le point central de tout notre métabolisme d'élimination lorsqu'on commence une détox. Et donc, le détox, c'est pendant une semaine, on prend ce supplément qui est destiné à dégraisser le foie ou l'aider, le stimuler. À lui améliorer la sécrétion de la bile aussi, parce que la bile, c'est ça qui fait l'effet important sur la digestion. C'est comme j'appelle ça un savon, là, mais c'est pour émulsifier, pour dissoudre les graisses dans votre intestin, dans le liquide de l'intestin, dans ce que vous avez. Puis là, ça permet aux enzymes de mieux digérer vos graisses alimentaires là, que vous consommez. Et par la suite, après une semaine, on ne prend pas détox et gestox en même temps parce que les deux... Bon, alors je reprends. Le détox, c'est pendant une semaine. Gestox, c'est suite à détox. On s'occupe là, et c'est une formule formulée par Pierre, donc de tous les organes d'élimination. Donc, on continue de s'occuper du foie, mais on soutient aussi la lymphe, les reins. Donc, et c'est pour ça que c'est assez fantastique. Et là, ça se passe sur 3 semaines. Puis après ça, c'est fini. On peut reprendre détox et gestox au changement de saison. Donc, mais c'est vraiment fantastique. Les gens ont des effets physiques. D'un, ils retrouvent leur énergie parce que le foie est aidé et supporté. Et ça revient. Les gens, ils n'ont plus cette énergie-là. Donc, quand ils la retrouvent, ils vont chercher un autre pot pour être certains de ne pas manquer cette énergie-là. Et après ça, comme avec le gestox, les gens ont vu les jambes se désenfler, les doigts aussi. Donc, tu sais, c'est un signe que notre système d'élimination et lymphatique et tout ça fonctionne bien et peut éliminer
les toxines qu'on accumule, tu sais, même si on mange bio, qu'on vit bien, on Ah ben, il y a accumule des toujours toxines. des déchets cellulaires. Tu sais, dans votre métabolisme, ça crée il y a des cellules qui meurent, sont digérées, puis tout ça. Fait que dans les tissus, la lymphe sert à ça. C'est un flot constant de liquide doux, là, lent. Et en fait, il y a pas une pompe comme le cœur là, pour le sang, mais c'est plutôt la compression par les muscles et tout ça. Puis il y a un système de valves à une direction pour aider à faire circuler la lymphe et tout ça. Et c'est pour ça que le drainage lymphatique aussi, c'est souvent du massage ou bon, des fois c'est de l'affleurage que tu m'as dit, là, ça dépend, Ouais, je pense. c'est très fatigant. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, c'est important de faire bouger la lymphe et d'éliminer effectivement les déchets et les toxines qui s'accumulent dans le corps. Il y a une question, puis je veux juste répondre. Puis Nathalie, on est de tout cœur avec vous ou avec votre proche qui est en période de radiothérapie. Dès que vous êtes dans un traitement médical, vous êtes accompagné par votre spécialiste de la santé et souvent, il va vous dire d'oublier les produits de santé naturels parce qu'il peut y avoir des interactions avec souvent, c'est ça, c'est souvent des traitements qui sont oxydants. Et alors, si on prend des antioxydants, on va limiter l'effet qu'on cherche avec la radiothérapie, par exemple. Donc, on le fait après. Mais il y a des études, c'est ça, on peut quand même atténuer les effets indésirables parce que, par exemple, ça affecte les cellules qui se divisent rapidement. Alors, c'est pour ça qu'il y a la perte de cheveux, parce que mais dans votre intestin aussi, il y a un roulement de cellules constant, fait qu'on a des problèmes gastro-intestinaux, puis des probiotiques, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant à considérer, quoique, en tout cas, j'ai vécu une mauvaise expérience avec une nutritionniste qui avait dit à mon épouse qui souffrait de cancer du sein à ce moment-là, puis qui prenait de la radiothérapie et tout ça, que ça pouvait empoisonner son organisme avec des bactéries de prendre. En tout cas, c'était assez ouais, mais là, perturbant, là, en tout cas. Vraiment. Ça a changé mais c'est ça, des fois, il y a des cycles, pendant qu'on traite avec les radiothérapies ou chimiothérapies, on arrête les suppléments, puis on peut. Mais il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, des herboristes que je connais bien, là, qui trouvent des modes et qui travaillent avec des professionnels de la santé. Donc, il y a une certaine ouverture à travailler là-dessus. Là. Bon, ça c'est des mauvais souvenirs, malheureusement. Là, puis, moi, je suis de tout cœur avec vous aussi. Là, c'est pas mais, tu sais, je sais par exemple que, tu sais, quand on se concentre sur la bonne alimentation, on peut aussi avoir tout ce qui est alimentaire, comme des protéines, peut faire une différence sur nous renforcer d'une certaine façon. Mais il faut toujours voir avec votre spécialiste de la santé. Je le sais parce qu'il y a des personnes qui m'ont témoigné que, en faisant tel, mais il y a des trucs qu'on doit oublier, le temps du traitement. Puis après ça, ben, on a ce qu'il faut pour s'outiller. Puis quand on prend des médicaments, est-ce qu'on peut faire détox, gestox? Là, il y a toute une panoplie de médicaments et tu as adressé toutes ces questions, la majorité des... Oui, il faut retourner, c'est ça, je regarde pour pas répéter non plus mes réponses. Là. Aller regarder dans les réponses. Les réponses qui sont... Toutes tes réponses sont sur le site parce que ça revient très souvent. Est-ce qu'on peut prendre tel supplément avec tel médicament? Oui. Alors, pour terminer, Métabzen et Gluconig, il y a une question ici. En ayant un système au ralenti, hypothyroïdie, je prends du Synthroid. Je me questionne si Gluconig pourrait aider au métabolisme. Et la sous-question, c'est Métabzen et hypothyroïdie avec le Synthroid, est-ce OK? Alors, Synthroid, c'est un médicament, en fait, qui est une hormone, en fait, c'est pour,
contrer le manque d'hormones produits par la thyroïde. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un manque de T3 et de T4, et la synthroïde, c'est surtout la lévothyroxine, qui est un analogue de la T4, donc une hormone qui est naturellement produite par la thyroïde. Là, j'ai été regarder, puis parce qu'il n'y a tellement pas de données pour les produits naturels, j'ai posé la question plutôt à savoir si il y avait des interactions entre le synthroïde et les médicaments pour baisser la glycémie. Alors, comme la metformine, effectivement, il y a des risques d'interaction et ça peut diminuer l'effet de la metformine. Le synthroïde joue sur le métabolisme des glucides et sur la sensibilité à l'insuline, et ça pourrait réduire l'effet de la metformine. Glucophage, c'est un nom commercial. C'est un des médicaments le plus donné là, aux diabétiques. Et comme certains des composants de gluconide et métabzène agissent de la même manière ou comparable à celle de la metformine, ben, il pourrait y avoir un effet du synthroïde. Alors, moi, je conseille d'avoir d'abord l'avis et l'accompagnement d'un professionnel de la santé avant de consommer les produits si on est en train de prendre là, du synthroïde. Et on peut, par exemple, suivre sa glycémie un peu plus étroitement pour pas justement tomber. Ça serait comme si il faudrait monter la dose en fait de la metformine pour qu'elle soit mieux active si on prend du synthroïde. Mais là, je laisse ça aux médecins. Là, c'est pas moi, je suis pas professionnel de la santé. Là. Absolument. Et parce que Nathalie mentionne que c'est son cas, c'est ce que celles qui les accompagnent lui disent la même chose qu'on a dit à ton épouse à l'époque. Mais d'où ça vient cette réflexion-là? Laquelle je suis? Ben, celle qu'on pouvait s'empoisonner, là, tu sais, ce que tu as dit, là, que tu avais eu une mauvaise expérience avec une nutritionniste. Ça c'est par rapport aux probiotiques, parce qu'effectivement, j'avais conseillé à mon épouse à l'époque de prendre des probiotiques pour aider à la flore intestinale, puis l'étanchéité de l'intestin et tout, puis la nutritionniste lui a dit non, tu as un risque d'infection avec les probiotiques. Mais j'avais rencontré par hasard dans un congrès le président de l'ordre des diététistes, là, puis je lui avais posé la question, j'ai dit, regarde, t'as quelqu'un qui vient me dire ça, moi ça m'a un peu choqué, puis il s'est détaché des commentaires de ça, fait que c'est pas nécessairement le cas. OK, parfait. OK. Bon. Je termine, il en reste peut-être 2, là. Puis, oui, est-ce que Nexium et Métabzène sont compatibles? Alors, Nexium, c'est un médicament qui agit sur la pompe à protons de l'estomac pour réduire l'acidité gastrique, donc les fameuses brûlures d'estomac. C'est souvent des médicaments qu'on prescrit pour contrer, par exemple, l'effet des anti-inflammatoires qui ont une tendance à augmenter l'acidité gastrique. Là, moi, j'ai regardé là, le Nexium lui-même, puis les composantes de Métabzène. Je vois pas vraiment de risque d'interaction d'un côté ou de l'autre avec le Nexium. Et toi qui es pharmacologue à la base, Pierre, les antiacides, on n'est pas supposé de prendre ça sur le long terme. Ben, c'est l'embêtant, c'est que on a un phénomène d'accoutumance. Hein? L'estomac s'habitue à être inhibé, fait que quand on enlève le frein, ben là, l'hyperacidité repart, il y a comme une hyperacidité rebond, ça on le voit plus avec les Tums et les autres, là, les antiacides qui neutralisent, ça c'est une autre façon, on peut neutraliser l'acide qui avec des Rolaids ou des Tums ou les autres genres de même. Là. Puis là, souvent, il y a un rebond d'acidité après. Mais la même chose arrive avec les inhibiteurs de pompe à protons, malheureusement. C'est ça, une fois qu'on a le doigt dans l'engrenage, c'est très difficile. Il faut y aller. L'acidité, ça prend de l'acidité quand même dans l'estomac. Ah oui, ça fait partie du système pour commencer à digérer les aliments, pour aussi stériliser.
un peu. Hein, on tue beaucoup de choses avec l'acidité gastrique parce qu'on ingère plein de microbes avec la nourriture et tout. Là. Donc, On pense pas à ce côté-là. Ouais, ouais. Et ouais, c'est comme les acariens, là. Quand on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a sur nos draps ou sur nos affaires, faut pas le faire. Là, oui. Et il y a à force aussi de prendre des antiacides, il y a une certaine vitamine qu'on ne peut plus métaboliser. Mais moi, si on ne le sait pas là maintenant, et de mémoire, c'est un complexe B. Moi, je pense que c'est la B12 là, qui est absorbée au niveau de l'estomac, mais je vais vérifier, là, mais je pense que c'est ça. Et on pourrait aussi faire un pont la semaine prochaine avec le vinaigre de cidre de pomme qui peut aider notre estomac donc, peut-être qu'on pourrait faire un lien là pour aider les personnes, mais tu vois, Ève a dit, quand on prend Métabzen, on n'a plus besoin de Nexium. Et encore une fois, les produits de santé naturelle, parce que Métabzen, je souris, parce que Métabzen a été formulé par Pierre sur 15 ans, c'est énorme. Et quand on prend un complexe, une formule de produits de santé naturelle, il n'y a pas d'accoutumance. Ouais. Ça dépend parce que, écoute, l'opium, c'est un produit de santé naturelle, mais c'est très addictif. Donc, il faut quand même. Oui, c'est bon. C'est bien que tu me ramènes toujours à l'ordre. J'apprécie ça. Mais généralement, en tout cas avec ce qu'on vous propose, on n'a pas besoin, à un moment donné, d'arriver puis de prendre 4 Métabzen. C'est ça que je veux dire. L'effet est toujours là et constant. Et, ouais. Alors, il me reste une seule question, et là, c'était pour l'acide folique, justement. Là. Quelle sorte de problèmes peuvent amener les compléments d'acide folique non méthylés quand il est accumulé? Est-ce que c'est dangereux à long terme pour un organe en particulier? Alors là, j'ai regardé encore une fois l'apport nutritionnel recommandé de folate, de l'acide folique. C'est de 400 microgrammes par jour et l'apport maximal tolérable est fixé à 1000. Donc, c'est quelque part entre 400 et 1000 microgrammes par jour qui est la dose, la fenêtre là, qu'on veut viser. Mais lorsqu'on a des doses plus élevées, ça a été associé principalement à des troubles digestifs, donc ballonnement, douleur abdominale, nausées, et des troubles neurologiques. Alors, des problèmes cognitifs, quand on a trop de vitamine B9 ou d'acide folique plutôt, ça peut accélérer même les maladies neurodégénératives. Il y a de l'insomnie, de l'irritabilité, de l'anxiété aussi. Et on peut avoir des troubles neurologiques beaucoup plus graves si l'acide folique, la prise d'acide folique est combinée à un manque de vitamine B12. Hein, on vient de parler de ça, là, alors, parce que l'excès de folate peut cacher les symptômes du manque de vitamine B12 et là, ça va aggraver les problèmes neurologiques. Donc, est-ce que c'est en lien avec ce que tu expliques, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'un pourcentage de la population n'est pas capable de métaboliser l'acide folique et que la forme... Absolument. Ceux-là sont plus à risque. Là. Si justement, effectivement, il y a des variations dans la population dans le métabolisme en général, puis ça peut être à bien des niveaux. Il y a des maladies génétiques aussi où des gens ont des enzymes qui fonctionnent moins bien ou qui sont carrément manquantes. Et effectivement, là, une personne qui ne pourrait pas transformer le folate en méthylfolate, qui est la forme naturelle, serait plus à risque d'avoir des effets néfastes si elle prend plus de l'acide folique, qui est la vitamine B9 synthétique. Là. OK, c'est ça. Donc, le méthylfolate ou l'acide folique, c'est la B9. Oui. Donc, une version méthylée active reconnue, puis l'autre version synthétique. C'est ça. Parfait. Et la B12, c'est ce qu'on n'arrive plus à produire à un moment donné si on prend trop d'antiacides. Et la B12 l'absorption va être affectée, effectivement. Ouais. Et la B12 est essentielle pourquoi? Pour les globules rouges, si je me rappelle bien, c'est vraiment surtout pour
Ça Oui, travaille au niveau ben oui. des os, là, ouais. Ouais. Parfait, parce qu'au début, on proposait la B12 à des VG. Je parle pas de moi, là, je parle de Ouais, tout le c'est ça, monde, mais parce la que B12, il y en il y a a moins dans les légumes et les fruits, c'est plus c'est dans ça. les viandes et les abats, ouais, effectivement. Mais de plus en plus, on dit que la B12, c'est pour tout le monde, justement parce qu'il y a beaucoup de monde qui prennent des antiacides probablement. Mhm. Et le Métabzen, quelqu'un demande, est-ce qu'on peut le prendre sur le long terme? Oui, oui, c'est fait pour être pris. Ben, mais il y a du ginseng américain et ça, c'est un adaptogène justement. Puis si vous parlez à des herboristes, ben c'est bon de prendre des pauses de temps à De temps autre. en temps. Alors, Et à un moment donné, là, notre machine, elle se met à bien fonctionner. Tu sais, il y a certains ouais, produits qui ouais, sont là pour aider notre métabolisme, mais lorsqu'il travaille bien, tu sais, on peut prendre justement des pauses. C'est pas comme, tu sais, de la vitamine D qu'on doit prendre, tu sais, à tous les jours, des oméga, mais il y a certaines formules qu'on vous propose qui sont là ouais. pour soutenir l'élimination des toxines, par exemple. Mais ça, on le fait, puis après ça, ça va, là, notre corps il Ouais, fonctionne bien. ouais, Donc voilà. absolument, absolument. Alors voilà, ça complète C'était un peu. fantastique. C'est tellement Bon, enrichissant, Pierre. Tu nous guides, tu nous inspires et tu expliques bien. bon. Les gens l'apprécient, me l'écrivent. Tu sais, tu as énormément de beaux témoignages. Donc, Ah ben merci beaucoup, ça me touche et puis ben, c'est mm, ce que ça me passionne puis j'essaye justement de vulgariser le mieux possible, mais tout en allant quand même assez en détail pour que les gens puissent comprendre. Moi ça me fascine comment le corps est bien ah, fait puis et les plantes aussi te fascinent. À ouais, la base, tu es chercheur scientifique, pharmacologue, et plusieurs fois, tu sais, en tout cas, on a déjà mis, et je vous le retransmettrai, là, tout le beau CV de Pierre, là, fantastique. ouais. Mais on est chanceux de t'avoir. Et juste la vitamine D ne vient pas de la laine, elle vient du gras sur la laine des moutons. Là. Ah C'est pas ok. de quelqu'un poser la question, il faut Ouais, juste. ouais, 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 ouais. On mange pas de la laine. Non, non, c'est une vitamine encore liposoluble, donc soluble dans l'huile, là, la Voilà. vitamine D, puis on en Voilà. produit sous fait des rayons du soleil dans la peau. Là. Et les problèmes d'accumulation d'acide folique, ça vient pas d'un complexe B méthylé. La question, c'était Non, vraiment non, non, relié non, c'est l'acide folique synthétique, synthétique, effectivement. c'est Ouais. ça. Donc, je réponds et je précise. Merci, Hélène, de poser la question parce que c'est qu'il y a un grand pourcentage de la population qui n'est pas capable de transformer, de métaboliser l'acide folique. Et c'est ça qu'on retrouve dans tout ce qui est enrichi. Probablement à cause des problèmes neurologiques chez le fœtus, mais je ne sais pas pourquoi on s'est mis à enrichir l'alimentation. Puis on va voir, tu sais, si vous regardez par exemple dans des laits végétaux, tout ça, vous allez voir des fois des 800% de quantité de B9 là, tu sais, qui est là. Et c'est ça là, qui est un peu... des fois, il y en a qui vont dire de juste éliminer ça, on se porte mieux. Tu sais, juste d'éliminer. Donc, c'est mais à fouiller encore et voir pourquoi on a décidé de faire ça. Là, tu sais, Ouais, ben c'est il y surtout a- important dans la grossesse pour éviter justement les problèmes de pas bon développement du tube neural, là, mais pour éviter le bifida spina. Là. il y a une certaine Chantal Charbonneau qui est là. Ah bon. Ouais, on doit y aller parce qu'elle a un Oui, rendez-vous parfait. médical. Merci beaucoup. On se retrouve mardi, puis j'attends ta confirmation pour Ouais, l'invitation que je d'accord. vous ferai éventuellement. Merci beaucoup, Pierre. Bonne journée à vous deux. Merci. Bon week-end. Merci. Bye bye. Pareillement. Bye.